Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité en République du Congo, l'absentéisme observé à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale s'est manifesté au Sénat, également avec 75% de participation. Le président de l'Assemblée nationale appelle à une réaction rapide du gouvernement. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Metonion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018. Ils sont poursuivis pour placement de 17,5 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin, alors en faillite. Et puis au Rwanda, dans le cadre de la réforme du secteur religieux, le gouvernement a entrepris depuis le début de l'année 2018 la fermeture de plus de 6000 lieux de culte chrétiens et musulmans. Le gouvernement entend mettre de l'ordre dans le secteur. Mais tout d'abord au Nigeria, le Parlement compte tout mettre en œuvre pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. Les deux chambres du Parlement ont affirmé dans une résolution que l'Assemblée nationale n'hésiterait pas à recourir à une procédure de destitution du président Muhammadu Buhari si des mesures fortes ne sont pas prises en compte. Le président élu en 2015 sur la promesse de vaincre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et de lutter contre la corruption voit son bilan très critiqué alors qu'il espère se faire réélire à la présidentielle prévue l'an prochain. En République du Congo, plus de 35% des députés étaient absents lors de l'ouverture de la session parlementaire le 2 juin dernier. Ces membres du Parlement ont avancé des raisons politiques, protocolaires et financières. Leurs indemnités n'ont pas été payées depuis le début de la 14e législature. Préoccupé par cette situation, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Boumba, appelle à une réaction rapide du gouvernement. Nathalie Mo. L'absentéisme observé à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale s'est manifesté au Sénat également avec 75% de participation. N'ayant pas reçu leur fonds de descente parlementaire, certains membres du Parlement congolais ont décidé de marquer par cette défection leur mécontentement. Le non-paiement de leurs indemnités persiste pour la deuxième session consécutive depuis le début de la 14e législature. Le fait que les députés aujourd'hui, pratiquement le début de la législature, n'ont plus la possibilité d'aller rencontrer les mandants, de discuter avec leurs mandants, de rendre compte, ça pose un problème justement. À la fois de cette complicité qu'il doit y avoir entre les électeurs, nos populations, à l'intérieur du pays, et les députés. Et pour que, effectivement, les électeurs, les mandants suivent la vie du pays au plan économique, au plan social, au plan politique, il y a un déficit d'information. Décrite comme un acte d'incivisme, l'absence de ces parlementaires de l'hémicycle a suscité des récriminations du président de l'Assemblée nationale, Isidore Boumba. Dans son allocution prononcée lors de l'ouverture de la session parlementaire le 2 juin, il s'est tout de même voulu rassurant. Cette situation qui coupe les députés que nous sommes de nos mandants est lourde de conséquences. Nous avons eu à attirer l'attention du Premier ministre sur cette question afin de plaider notre cause auprès du président de la République. Pour cette session, le programme des activités des deux chambres du Parlement congolais prévoit le vote de deux principales lois. L'une d'elles porte sur l'approbation de la Convention d'exploitation minière relative au gisement de potasse, de Kola et d'Ougou. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Metonion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018, impliqués dans l'affaire de placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils ont été présentés en audience ce mardi 5 juin 2018 au tribunal de première instance de Cotonou. Reportage de Lefti Ounou commenté par Victoria City. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Metonion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018. Accusés dans l'affaire de placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin, ils ont été présentés en audience ce mardi 5 juin 2018 au tribunal de première instance de Cotonou. Dès l'entame du procès, le dossier a été exploré par le juge à travers un long débat. L'ancien directeur général de la Banque internationale du Bénin, Romain Boko, est passé à la barre. Au cours de sa déposition, le juge a décidé de renvoyer l'audience. Vous comprenez que ce dossier, on a toujours dit que c'est un dossier politique. Sinon, rien ne pouvait justifier un tel renvoi, parce qu'aucun avocat ne s'est chamaillé. Vous comprenez ? Lors de la dernière audience, la défense avait demandé à avoir accès aux rapports financiers qui servent de base à la poursuite dont font l'objet ses clients. Le ministère public, de son côté, a également souhaité avoir certaines pièces du dossier dont la recherche nécessiterait un peu plus de temps.
Le développement de ce dossier est diversement apprécié au sein de l'opinion publique au Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Et cela dit, le droit ou la justice ne statue pas sur l'humeur ou sur les suppositions. Si le nombre d'éléments qu'il faut réunir n'est pas réuni, on ne peut pas trancher. C'est un regret, c'est de l'amertume, car notre justice n'est plus une justice libre. Laurent Metteur devrait être libéré aujourd'hui, car j'ai suivi du début jusqu'à la fin les séances. Alors le dossier est vide. Rappelons que l'affaire révélée lors du Conseil des ministres du jeudi 2 novembre 2017 fait cas d'un versement illicite de montant de 71 994 737 francs CFA au profit des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement avait alors instruit la garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à l'effet d'engager des poursuites à l'encontre de ces dirigeants qui ont été cités dans le dossier. Ceux-ci sont placés en détention depuis près de 6 mois. Au Rwanda, la loi sur la réforme profonde du secteur religieux devrait entrer en vigueur courant juin. En prélude, le gouvernement a entrepris depuis le début de l'année 2018 la fermeture de plus de 6000 lieux de culte chrétiens et musulmans. Le gouvernement entend, à travers cette mesure, mettre de l'ordre dans le secteur. Victoria Sechi. Au Rwanda, le gouvernement a ordonné depuis début 2018 la fermeture de plus de 6000 églises et une centaine de mosquées jugées non conformes. Les autorités accusent leurs guides de profiter des personnes vulnérables pour s'enrichir. La décision de durcir les règles sur l'enregistrement des lieux de culte vise à endiguer la fraude et assainir le secteur selon les autorités. À Kigali, la capitale, si pour certains la mesure apportera plus de transparence, d'autres estiment qu'elle viole la liberté d'expression et de religion. Il ne sera pas possible de réduire le nombre d'églises. Pourquoi le gouvernement ne ferme pas tous les bars et les boîtes de nuit? On nous demande de construire de nouvelles églises, mais il faut avoir au moins un demi-hectare de terrain. Comment cela va-t-il être possible au Rwanda où nous manquons de terre? Il y a 2000 églises à Kigali seulement et cela est une vraie problématique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur la fermeture des églises parce qu'il y en avait trop et elles enseignaient des choses peu claires qui entraînaient la division des familles. J'apprécie cette campagne et c'est une bonne chose. Récemment, l'appel à la prière dans les mosquées de la capitale par des haut-parleurs a été interdite. Selon la nouvelle loi proposée au Parlement, tous les guides religieux doivent avoir une formation théologique avant d'exercer et les communautés religieuses doivent répondre aux normes en termes d'infrastructures, de sécurité et d'hygiène. La loi, qui suscite de nombreuses inquiétudes, devrait entrer en vigueur courant juin 2018. Si elle est adoptée, les responsables religieux devront s'y conformer. Au niveau des mosquées, je pense qu'il est préférable que nos autorités réfléchissent et voient comment nous aider sans poser trop de conditions qui sont d'ailleurs très dures. Selon les chiffres officiels, il y a plus de 15 000 églises au Rwanda, mais seulement 700 sont enregistrées. On dénombre 12 millions de chrétiens, tandis que les musulmans représentent près de 5% de la population rwandaise. Le sort du Maroc, le seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, sera fixé le 13 juin 2018 à Moscou, en marge du congrès de la FIFA. Le pays reçoit déjà des soutiens de la part de certains pays africains, notamment du Cameroun. Viviane Baoken. Le Cameroun soutiendra le Maroc, seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. L'annonce a été faite par le président du comité de normalisation, Dieudonné Api. La FECAFOOT justifie cet appel à la solidarité africaine par le fait qu'il y a la nécessité largement partagée d'une organisation tournante de cette compétition. La Coupe du Monde sud-africaine en 2010, lors de son attribution, a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Notamment des Européens qui pensaient que l'Afrique n'était pas encore à même d'abriter une Coupe du Monde et l'organisation par l'Afrique du Sud, premier pays africain à accueillir une Coupe du Monde, était fantastique et a même battu les records des organisations précédentes. Donc en cela, je crois que la Fédération camerounaise de football, à travers l'appel du président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, ne pouvait pas rester en retrait du soutien massif des pays africains
Sud-Africains par rapport à la candidature marocaine. 8 ans après la première édition en Afrique, tenue en Afrique du Sud en 2010, le Cameroun souhaite que la candidature du Maroc soit unanime au niveau du continent africain selon la volonté de la Confédération africaine de football. Pour les experts, le royaume chérifien a toutes ses chances au regard de ses importants atouts infrastructurels. Le Maroc a véritablement tous les atouts que présenterait, le Mexique, les États-Unis pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations, davantage sur les infrastructures sportives. Lorsque vous allez à Agadir, vous trouvez un stade aux normes. Lorsque vous allez à Casablanca, vous trouvez au moins 4 à 5 stades qui peuvent abriter un match de Coupe du Monde. Si vous êtes à Tanger, à Rabat, à Marrakech, je crois que le Maroc a tous les atouts et toutes les chances d'avoir une Coupe du Monde, d'avoir une candidature crédible. Rappelons que cette candidature du Maroc est la 5e du genre après celle de 1994, 1998, 2006 et 2010, toutes non concluantes. Le sort du Maroc sera connu le 13 juin 2018 à côté de ses adversaires que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique qui ont déposé une candidature commune. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.